Il y a à peine 200 ans, toutes les infrastructures et la technologie fonctionnaient avec l'énergie libre. Celle-ci a été retirée volontairement après la réinitialisation. Cette vidéo et les suivantes vont vous montrer comment la civilisation hautement développée qui nous a précédés a conçu à partir de certains éléments et la structure des monuments, cette énergie libre, propre et gratuite qui était diffusée et opérationnelle dans le monde entier et certainement connectée aux pyramides de Gizeh. L'électromagnétisme est une force fondamentale de la Terre. Les aimants en fer à cheval sont des aimants permanents puissants. Leur forme, dans laquelle les deux pôles magnétiques sont proches l'un de l'autre, produit un champ magnétique puissant et élevé. L'aimant en fer à cheval peut également fonctionner comme un électroaimant. Le tout premier électroaimant a été inventé en 1824, nous dit-on, et se présentait sous la forme d'un aimant en fer à cheval. Sa puissance était évidente dès le début. Il ne pesait que 200 grammes, mais pouvait soulever 4 kg de fer. La clé de la puissance de l'aimant en fer à cheval est l'emplacement de ses pôles. Vous pouvez voir le champ magnétique ici, représenté par les lignes vectorielles. Si vous observez attentivement, vous pouvez voir que la concentration du champ magnétique est plus importante près des pôles de l'aimant. Ce que nous ne voyons toutefois pas souligné dans ces visions du futur, c'est le potentiel de l'électromagnétisme à transformer toute la vie humaine, la technologie et la société. Ce qui est étrange, quand on sait que toute vie et la Terre elle-même sont impossibles sans l'électromagnétisme. Pourquoi les visionnaires ne voudraient-ils pas explorer cela plus en détail? Serait-ce parce qu'ils n'en ont pas le droit? Serait-ce qu'ils ont peur de quelque chose, peur de nous voir relier un peu trop de points? Peut-être. Et encore une fois, les aimants en fer à cheval peuvent agir comme de puissants électroaimants. Si une civilisation devait progresser technologiquement par l'utilisation de l'électromagnétisme, l'aimant en fer à cheval aurait certainement un rôle énorme à jouer dans ce développement. Oui, il le ferait certainement. Et il l'a fait. L'aimant en fer à cheval, l'arc de triomphe. Oui, l'un des plus puissants électroaimants jamais construits.
Bienvenue dans le futur. Sauf qu'il s'agit du passé. Le futur est venu et est reparti, et nous l'avons manqué. La magnifique architecture que nous voyons partout dans notre monde, que les menteurs officiels et les contrôleurs de celui-ci ont appelé historiciste, néoclassique, renaissance, gothique, etc., appartient à une seule et même civilisation unifiée. Une civilisation si développée qu'elle a exploité le pouvoir de l'électromagnétisme à un degré si élevé qu'elle a non seulement construit ces énormes structures, mais les a aussi façonnées avec une finesse et une beauté absolue. Une célébration de leur propre avancée technologique. Les structures ont été conçues dans le seul but de récolter et de générer de l'énergie électromagnétique et de la distribuer partout dans le monde. Leur ville, leur village et tout un mode de vie dépendaient de l'utilisation d'une énergie électromagnétique puissante, propre et gratuite. L'énergie était captée et collectée dans l'ionosphère au-dessus de nos têtes, au moyen d'antennes, de flèches, de dômes et de tours. Toutes les structures impossibles que nous voyons aujourd'hui ont été reconverties, rebaptisées par nos contrôleurs et les citoyens du XIXe siècle. Ceci n'est pas une église, ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas un château et ce n'est pas un bâtiment gouvernemental. Ce sont des générateurs puissants et gargantuesques. Ils collectaient et généraient l'énergie électromagnétique qui était ensuite stockée dans d'immenses centrales électriques et distribuée et redirigée par des structures sophistiquées et avancées, dont un énorme électroaimant, ou ce que nous connaissons sous le nom d'arc de triomphe. L'énergie était stockée dans des batteries et des condensateurs, tels que des tours et des obélisques. Toutes les villes ont été construites partout dans notre monde sous la forme d'un grand réseau électrique interconnecté, un peu comme une énorme carte mère d'ordinateur. Regardez le mouvement de l'électricité à l'intérieur d'un fil et le champ magnétique simultané qu'il produit. C'est exactement la forme d'une colonne, et nous voyons cela présent dans toutes ces colonnes gigantesques et méticuleusement fabriquées. C'est pourquoi nous voyons le champ magnétique représenté au sommet de nombreuses colonnes. C'est le mouvement des ions dans le champ magnétique. Les bobines de fil de cuivre sont essentielles pour électrifier l'aimant. Et je sais ce que vous voulez dire. C'est génial, mais les colonnes et autres structures auxquelles vous faites référence sont en pierre. Mais voyez-vous, toutes ces structures impensables sont faites d'un mélange de pierre et de métal. Ils ont utilisé des barres de fer dans leur construction. Le fer est magnétique. Ces barres de fer traversent toute l'infrastructure en pierre et sont complétées par une couverture en cuivre et en or. Le cuivre et l'or sont de puissants conducteurs d'électricité. Souvent, nous trouvons des statues entières, des arches, des dômes et des toits faits d'un cuivre bleu distinctif. En outre, la pierre calcaire, le granit et la dolomie sont mélangés à du silicium cristallin ou du quartz. Le quartz a un fort potentiel électrique. Les colonnades et les arches que nous voyons partout étaient à l'origine des composants intégraux de l'infrastructure électromagnétique globale.
Et si l'on médite assez longtemps sur les étoiles dans l'eau au-delà de notre firmament, et sur les fréquences et les vibrations de l'électromagnétisme, qui les font scintiller à travers tant de nuances de couleurs vibrantes et de motifs géométriques, on pourrait peut-être, juste peut-être, se demander, y a-t-il quelque chose de plus dans l'électromagnétisme? Quelque chose qui a été omis ou négligé? Quelque chose d'indicible ou de caché? Bien que les scientifiques officiels désignent l'ionosphère comme une couche atmosphérique, il s'agit en fait d'une couche éthérée. L'éther est le tissu ou l'élément qui porte l'électromagnétisme. Il relie tout dans notre monde. C'est le tissu qui rend possible le Soleil et la Lune et leur voyage concentrique au-dessus de notre disque. L'éther est le mystérieux cinquième élément. Il relie tout électromagnétiquement par l'énergie vibratoire. Il est la colle, la toile, la force motrice d'absolument tout. Les quatre autres éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre, n'existent que grâce à l'éther. Ils sont l'expression des vibrations de l'éther. La cymatique est un bon exemple de la présence de l'éther. Les fréquences alimentées par la plaque de Chladni font que le sable ou le sel forment des formes géométriques précises et complexes. Plus la fréquence est élevée, plus le motif géométrique est complexe. Mais quel est le conduit qui prend les vibrations des fréquences et permet au sable de prendre cette forme? C'est l'éther à l'œuvre. C'est pourquoi nous voyons des fruits et des légumes qui ressemblent beaucoup à des motifs cymatiques. C'est l'éther à l'œuvre. Toute matière est éthérée, et la forme de cette matière est une expression différente de l'éther, déterminée par la fréquence et la vibration. L'éther est le pont entre la fréquence électromagnétique et l'énergie vibratoire et la forme de la matière elle-même. On pourrait l'appeler le Saint-Esprit de Dieu. Comme je l'ai dit, cette couche d'éther au-dessus de nos têtes est une mer constante d'électromagnétisme et est responsable du plasma de couleur au-dessus que nous appelons le ciel. La source de son électromagnétisme est le Soleil. C'est à cause de cette couche ionisée que nous obtenons des éclairs ionosphériques sous forme de farfadets qui influencent à leur tour les orages en dessous. Un ion est une particule, un atome ou une molécule ayant une charge électrique nette. L'électricité est un flux continu d'ions. Les électrolytes de notre corps sont ionisés. Tout est relié par l'électromagnétisme et l'éther. Nos ancêtres historiques hautement développés et sophistiqués comprenaient non seulement le fonctionnement de l'ionosphère et de l'éther, mais ils avaient également mis au point des méthodes pour les exploiter de manière magistrale en tant que combustible pour alimenter la Terre entière. Et si le processus exact par lequel ils ont pu extraire l'éther nous est délibérément caché et reste inconnu, les vestiges structurels que l'humanité a depuis réutilisés en tant qu'architecture nous offrent de nombreux indices sur la façon dont tout cela a fonctionné. Les preuves sont partout pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et une fois que vous les voyez, elles deviennent si évidentes que vous vous en voudrez de ne pas les avoir remarquées en premier lieu. Toute la Terre de notre monde plat était connectée en un seul réseau. Un système complexe interconnecté de production, de distribution et de consommation d'énergie libre. Ce réseau a été déstabilisé et désactivé quelque part entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Les réseaux électriques de ce type ne fonctionnent pas sur une masse sphérique. Nos ancêtres historiques savaient que la Terre sur laquelle ils marchaient était plate. Ce type d'avancée technologique futuriste est le résultat d'une civilisation qui savait exactement sur quel type de terre elle vivait. Ils n'étaient pas soumis aux mêmes tromperies et abus sataniques que nous. Ils n'ont pas été élevés en croyant qu'ils vivaient sur un rocher globulaire solitaire, tournant dans le vide de l'espace. Les véritables propriétés électromagnétiques éthérées de la Terre ne leur étaient pas cachées.
Dans de nombreuses structures, que nous appelons cathédrales, les pointes symétriques des pinacles fonctionnaient de manière similaire, extrayant l'éther de l'ionosphère. Une fois récoltée, l'énergie devait inévitablement être attirée vers le bas, dans la partie supérieure la plus large de ces structures en forme de dôme. En examinant l'intérieur de plusieurs de ces dômes, nous nous rendons compte qu'ils reposent sur une ornementation symétrique, obtenue par des indentations ou des cavités dans la maçonnerie. Dans le monde de l'électromagnétisme, un résonneur à cavité fonctionne par symétrie, pour produire des oscillations ou des vibrations de particules énergétiques. Les formes symétriques forcent les particules énergétiques ou les ions à vibrer de manière constante. Est-ce la raison pour laquelle nous voyons une ornementation symétrique parfaite dans le plafond de nombreuses structures en forme de dôme? Cela semble sans doute absurde, mais la majorité de ces structures comportent également un petit type de résonneur à cavité, ou ce que l'on appelle plus justement des magnétrons à cavité, qui offrent une certaine clarté quant à la fonction réelle de ces structures. Un magnétron à cavité est un tube à vide de grande puissance qui génère des micro-ondes en utilisant l'interaction d'un flux d'ions avec un champ magnétique lorsqu'il se trouve dans le résonateur de la cavité. Un magnétron fonctionne à travers un vide symétrique et vidé. Il émet de puissantes micro-ondes qui peuvent servir de source d'énergie libre. Si vous brisez la symétrie ou fermez le vide, il ne fonctionne plus. Mais pouvez-vous voir la ressemblance? Ces structures n'ont jamais été conçues pour contenir du verre. Les contrôleurs ont ajouté le vitrail aux rosaces pour couper la fonction du magnétron. Ils ont fermé nos instruments d'énergie libre. Et ils sont partout dans ces structures. Il est intéressant de noter que si vous observez la géométrie de sections entières des structures elles-mêmes, il devient alors très évident qu'elles ont fonctionné dans leur intégralité comme un magnétron à cavité pour générer de l'énergie. Tous les magnétrons à cavité sont constitués d'une chambre métallique circulaire centrale chauffée, dans laquelle le courant sort et que l'on appelle cathode. Regardez ce mot, cathode. Est-ce qu'il vous rappelle un autre mot? Cathédrale. Cathode. Comme pour tout le reste, ils corrompent la vérité et cachent des choses à la vue de tous. Les contrôleurs ont retiré la plupart des cathodes faisant partie intégrante de ces magnétrons à cavité, mais il existe aujourd'hui certaines structures dans lesquelles on peut voir des traces de l'ancienne cathode encore présente. Le recours important à la symétrie et autres cavités dans ces structures n'est pas une coïncidence. L'ornementation symétrique aurait fonctionné de manière similaire, faisant vibrer les particules énergétiques de manière constante. Les fleurs dans les carrés peuvent être considérées comme des résonateurs acoustiques qui font vibrer les ions. C'est ici que l'énergie aurait été continuellement manipulée en énergie vibratoire et électromagnétique de fréquences spécifiques. Regardez attentivement ces magnifiques résonateurs acoustiques. Pourriez-vous en fabriquer un à la main aujourd'hui et à une telle hauteur? Pourquoi un peuple sous-développé passerait-il autant de temps à fabriquer une ornementation symétrique aussi parfaite? Surtout si elle n'avait aucune fonction et était purement esthétique, ils ne l'auraient pas fait. Les résonateurs à cavité et les magnétrons auraient dû fonctionner en partenariat avec un moteur ou un réacteur central contenu dans toutes ces structures. Les mots résonateur et réacteur sont tous deux intéressants, tout comme les mots conducteur, générateur, créateur et le nom Mercator. Ils contiennent tous le mot Tor dans leur structure linguistique. Ils renferment une mémoire linguistique et rendent hommage au Tor ou au champ torique. Le Tor est le flux de l'électromagnétisme. Sans ce flux d'énergie, il n'y aurait pas de vie sur Terre.
Personne ne peut vraiment en être sûr, mais certains ont suggéré que le moteur était probablement similaire à un réacteur à fusion. Les traces de ces moteurs peuvent être trouvées dans tous les grands générateurs. La coquille vide de l'endroit où se trouvait le moteur est généralement, mais pas toujours, octogonale. C'était juste devant nos yeux tout ce temps. Les contrôleurs ont retiré les moteurs, parfois réaffectant l'espace en baptistère et en kiosque à musique, parfois laissant la base vide ou tentant de les recouvrir. Nous voyons ces structures octogonales dans les cathédrales, les bâtiments gouvernementaux, les mosquées et les kiosques à musique. Et à moins qu'elles n'aient été réaffectées, ces structures semblent n'avoir aucune fonction globale. Elles ne contribuent pas à la structure globale. Elles semblent superflues et inutiles. Des théories ont fait surface selon lesquelles les moteurs ou le mécanisme technologique central étaient similaires à un tokamak, et bien que je ne souscrive pas à cette idée, ce qui deviendra évident plus tard dans notre voyage, nous l'utiliserons pour l'instant à des fins d'illustration. Un tokamak est un dispositif puissant qui utilise un champ magnétique pour produire du plasma sous la forme d'un tore. Les tokamaks contemporains que nous voyons sont utilisés pour la fusion thermonucléaire. Le champ torique du tokamak en conjonction avec les ions vibrants de l'éther aurait produit un champ électromagnétique hautement conducteur de gaz appelé plasma, tout comme notre Soleil et notre ionosphère. Si ceux de l'Ancien Monde avaient utilisé quelque chose qui ressemble de près à la capacité d'un tokamak, le résultat aurait été une abondance d'énergie électromagnétique propre, puissante et gratuite qui aurait pu alimenter des villes entières et la Terre entière. Il ne s'agissait pas d'églises, de cathédrales, de châteaux et de bâtiments du Parlement, mais d'énormes générateurs de moteurs. Les contrôleurs ont inventé des étiquettes et des termes tels que Renaissance, gréco-romain, et ainsi de suite, pour décrire le style de ces structures. Mais comme vous pouvez le voir, toutes ces magnifiques structures invraisemblables partagent toutes les mêmes principes structurels fondamentaux et la même conception, malgré la période et les cultures. Et ce, parce qu'elles ont été créées dans le seul but de générer de l'énergie. Et ce n'est pas parce que ces structures n'ont jamais été utilisées pour la prière et le culte qu'elles n'étaient pas des lieux saints. Les civilisations du passé entretenaient une relation avec la source et l'Esprit Saint, ou l'éther, comme aucune autre. Et elles lui rendaient hommage, la révéraient et la remerciaient en construisant leur générateur avec tant de splendeur et de beauté. Et non seulement ça, mais ils ont construit l'ensemble de leur structure, statues et ornementation dans le respect de ce don, dans le respect de la production d'énergie, qui a rendu leur mode de vie possible en premier lieu. Selon de nouvelles recherches, les briques rouges peuvent être converties en unités de stockage d'énergie qui peuvent être chargées pour contenir de l'électricité comme une batterie et peuvent stocker de l'énergie jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire pour alimenter des appareils. La clé de cette fonction de batterie inhérente à la brique rouge est l'oxyde de fer. Le développement et l'utilisation de la brique rouge sont essentiels et nous reviendrons sur ce sujet bien plus tard au cours de notre voyage. Les très grandes centrales et batteries en briques rouges étaient désignées et reconnaissables par leurs bandes blanches, comme la gare de Saint-Pancras à Londres, et de nombreuses autres structures célèbres. Cette désignation des centrales par des bandes rouges et blanches est encore utilisée aujourd'hui et constitue également un indicateur pour l'aimant. Certaines étaient construites en bleu, noir et marron avec des rayures blanches. Les tours, les obélisques et les petites tours d'horloge fonctionnaient comme des condensateurs intermédiaires ou des batteries pour stocker, distribuer et fournir de l'énergie à travers le réseau. Toute la Terre de notre monde plat était connectée en un seul réseau.
Et pourtant, il est encore difficile d'imaginer le réseau énergétique et encore plus difficile d'imaginer le niveau de travail requis pour enlever tous les moteurs et les vaisseaux, pour détruire et cacher suffisamment de l'ancien monde et commencer à réécrire l'histoire afin que la grande réinitialisation ait été un succès. Ce que nous voyons au 19e et au début du 20e siècle est la phase finale de la réinitialisation. Il y a eu une période transitoire et comme toute phase de transition, la période utilisait encore certaines des technologies de l'ancien monde qu'ils essayaient d'éliminer progressivement. Et comme je l'ai dit, l'ennemi est paresseux. Ils auraient vraiment dû se débarrasser de ces photographies et de ces images. Regardez. La plupart de ces images ont été prises pendant les expositions universelles du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Tout électricien peut témoigner de l'impossibilité d'éclairer à cette époque et à cette échelle. Nos prédécesseurs évolués voulaient que nous observions les étoiles. Ils voulaient que nous comprenions que les vibrations et les fréquences électromagnétiques produisent des poches de sonoluminescence dans les eaux du dessus. Ils nous le faisaient remarquer parce qu'ils voulaient que nous sachions que l'eau était la clé pour débloquer le véritable potentiel de l'énergie électromagnétique. Ils voulaient que nous sachions qu'une fois exploitée, l'énergie électromagnétique éthérée pouvait être fusionnée avec l'eau afin d'être stockée et distribuée, et qu'une fois produite,
l'eau pouvait être manipulée, améliorée et élevée à un niveau de nouvelles possibilités grâce à l'utilisation des vibrations, des fréquences et du son lui-même. Leur civilisation dépendait de l'industrie, de ce que nous appellerons les eaux vivantes. Leur avancée technologique leur a permis de transformer la Terre entière en un réseau électrique. Mais ce réseau n'était possible que grâce à l'eau. La civilisation du futur était un monde d'eau électromagnétique. Les canaux ne sont pas un grand secret. On en trouve partout dans notre monde, aussi bien les grands que les petits. La plupart des grands canaux autour de notre Terre sont reliés à l'océan. L'eau salée est un excellent conducteur d'électricité. Le chlorure de sodium est ionisé. Nous avons le canal de Corinthe connecté à la mer Égée. Nous avons le canal de Panama qui relie les océans Atlantique et Pacifique. Le canal de Suez est relié à la mer Méditerranée. Et le canal Don-Volga relie la mer d'Azov, la mer Caspienne et la mer Noire aux principaux réseaux océaniques. Tous les canaux construits avant les années 1920 n'ont pas été construits par nous ou par ceux qui figurent dans les livres d'histoire. Nous en avons hérité. Et si le récit officiel nous dit que le Don-Volga a été achevé dans les années 1950, sa construction a en fait commencé au XVIe siècle. Tous les récits entourant la construction de ces canaux sont purement inventés. Et je vous montrerai comment bien plus tard dans notre voyage. Une fois que vous commencez à prêter attention, il devient évident que la plupart des continents et des pays présentent une combinaison de canaux et de rivières qui s'étendent sur la totalité du territoire. Les citoyens de l'Ancien Monde ont utilisé les océans et les rivières pour créer un réseau de voies navigables interconnectées afin de fournir de l'eau à toutes leurs zones d'habitation. Afin de passer les sections difficiles et de maintenir l'approvisionnement, ils construisaient des aqueducs et des viaducs. Parfois, ceci était construit dans le but de dynamiser l'eau lorsqu'elle passait à travers et dans les différentes zones. Et c'est pourquoi beaucoup étaient conçus avec des structures incurvées symétriques. Les Romains n'ont pas construit ces structures. L'infrastructure entière de tant de villes de notre monde est conçue autour de systèmes de canaux. Regardez Amsterdam d'en haut. Les lignes géométriques précises du réseau ne sont pas des routes, mais des canaux. Et le seul but était de fournir de l'eau d'une zone à une autre. L'eau était stockée et manipulée à des fins diverses dans des réservoirs, des châteaux d'eau, des stations de pompage, des citernes et d'autres structures. L'eau servait également à assurer l'équilibre nécessaire. Un réseau complexe de production, de distribution et de consommation électromagnétique générait beaucoup de chaleur et de magnétisme. L'eau assurait non seulement l'équilibre du diamagnétisme, mais veillait également à ce que l'ensemble du réseau ne surchauffe pas. Lorsque l'on regarde tous les magnifiques générateurs et autres instruments de puissance de l'Ancien Monde, on trouve toujours de l'eau à proximité ou des restes de stockage d'eau. Parfois, celle-ci est principalement cachée sous terre. Beaucoup ne se rendent pas compte que de nombreux systèmes et réservoirs dits victoriens circulent très loin sous un grand nombre de nos villes. Et d'autres fois, il s'agit d'un élément caractéristique central de ces structures. Un exemple en est ce que les contrôleurs ont redésigné comme étant les douves des châteaux. Le réseau d'eau électromagnétique n'était pas seulement une version énergisée de ce que nous connaissons déjà dans nos villes et villages. C'était beaucoup plus. C'était bien plus magnifique, impressionnant et futuriste que ce que nous pouvions imaginer. Le réseau était relié à de plus grandes centrales électriques ou à ce que l'on appelle plus justement des stations étoiles. Parfois, il s'agissait de stations isolées et d'autres fois, elles comprenaient des villes entières. Nous allons devoir voler à une altitude plus élevée pour cela. Je dois vous montrer. Accrochez-vous bien et gardez les yeux ouverts. Regardez.
La seule existence, sans parler de la construction, de ces structures stellaires, est presque au-delà de notre compréhension. Comme vous l'avez vu, on les trouve partout dans notre monde, avec une cohérence géométrique constante. Une merveilleuse impossibilité. Peut-être disposait-il d'une technologie qui leur permettait de voir d'immenses étendues de terre d'en haut pendant la planification et la construction. Il n'y a jamais eu de fort. C'est un conte de fées inventé par nos contrôleurs. L'étonnante précision géométrique et la symétrie des structures en étoiles auraient très probablement servi à renforcer la puissance des générateurs et à éthériser l'eau, ou transformer l'eau en eau vivante énergisée. Nous pouvons voir, en comparant certains de ces sites en ruine et d'autres laissés un peu plus intacts, que l'eau aurait été présente dans toute la structure. Avant que le contrôleur ne détruise et draine la plupart de ces structures, elles étaient remplies d'eau. Elles étaient reliées aux rivières, aux canaux et aux océans. Elles étaient un élément clé de tout le réseau électrique. Les structures en étoiles sont des fractales de géométrie symétrique, tout comme de nombreux plafonds de ces énormes générateurs d'énergie. Et, comme les magnétrons et les résonateurs des cavités acoustiques, les parois symétriques en diagonale aiguë auraient fait vibrer perpétuellement les ions. Les anciens plans et illustrations, qui ont sans doute été édités ou manipulés d'une manière ou d'une autre, suggèrent à quel point la géométrie en étoiles était complexe, intégrée et essentielle à l'ensemble du réseau. Regardez Paris ici. Ce n'est pas évident au premier coup d'œil, mais en regardant de plus près, on se rend compte que l'ensemble de Paris était lui-même une station ou une ville stellaire. Et comme pour tout ce qui était construit dans l'Ancien Monde, ces structures étaient à la fois fonctionnelles et une célébration de la source de leur innovation. La plupart de ces structures avaient des zones à proximité pour stocker et retenir de grandes quantités d'eau. Beaucoup de ces structures comportent des cavités souterraines ou d'énormes citernes, dont certaines ont été vidées et d'autres conservées intactes. Parfois, le système était situé à l'écart et à l'extérieur de la structure. Les contrôleurs ont redésigné nombre de ces zones comme des bains romains. C'est pourquoi l'abbaye de Bath, en Angleterre, est située juste à côté des thermes romains. L'eau était également stockée dans des condensateurs de centrales électriques en briques rouges ou des châteaux d'eau. Les sites rectangulaires ouverts, les réservoirs, les puits et les puits à degrés. C'est pourquoi les puits à degrés ont été construits avec des motifs géométriques précis. Là encore, les structures symétriques favorisent l'oscillation ou la vibration des ions. Elles maintiennent l'eau chargée électromagnétiquement et les aqueducs et viaducs auraient fonctionné de manière similaire. Il est probable qu'un grand nombre des énormes électroaimants que nous voyons dispersés dans notre monde auraient en fait chevauché l'eau qui passe, un peu comme nous le voyons sur le canal de Don-Volga, même s'il est peu probable que l'arc de la Volga soit d'origine et que de nombreuses routes elles-mêmes aient été construites pendant la grande réinitialisation. Il est probable que les héritiers du XIXe siècle aient reçu l'ordre de drainer et de combler un grand nombre des affluents qui transportaient autrefois l'eau. C'est pourquoi nous voyons des douves de châteaux asséchées et des stations en étoiles. C'est peut-être à cela que servait une grande partie de la boue excédentaire que nous voyons à cette époque. Peut-être que de nombreuses maisons et bâtiments ont été construits avec des chambres souterraines pour stocker leurs propres réserves d'eau vivante, et que ces zones ont été détruites, comblées et cachées à jamais par de grandes quantités de boue au cours du XIXe siècle. L'utilisation de l'électromagnétisme, des ondes sonores et de l'eau aurait eu des applications et des utilisations infinies dans l'Ancien Monde. Nous ne saurons jamais rien de la plupart d'entre elles, mais de nombreux vestiges structurels offrent de nombreux indices. L'abondance de remarquables et impossibles demeures seigneuriales, de maisons et d'hôtels particuliers que l'on trouve dans notre monde indiquent tous les pratiques agricoles à grande échelle de l'Ancien Monde. Nous parcourons des kilomètres pour nous émerveiller de leur beauté et de leur grandeur. Mais plus impressionnant que les structures elles-mêmes sont leurs jardins et leurs jardins d'eau. Nous avons le palais de Versailles, le palais de Dresden, le palais royal de Cassert, le palais de Nymphenburg,
Le palais Herrenhausen. Aujourd'hui encore, ils conservent une grande partie de leur splendeur et de leur éclat. Mais c'est lorsque nous regardons certains des anciens plans de ces zones que nous réalisons à quel point ces sites étaient hors du commun. Ils n'ont jamais été construits pour loger l'élite. C'étaient les fermes de l'ancien temps. Regardez les jardins. Ce sont des jardins cymatiques. Même à partir de ces vieux plans illustrés, nous pouvons voir à quel point ces fermes étaient gargantuesques. Des systèmes de réseaux microcosmiques suggérant l'ensemble du grand réseau électrique lui-même. Les jardins cymatiques étaient probablement des réseaux entretenus par le son et l'eau vive pour faire pousser de la nourriture, des herbes et qui sait quoi d'autre. Une pièce manquante du puzzle. Lorsque l'on observe les structures de l'ancien monde aujourd'hui, on ressent un grand sentiment d'absence et d'altération. Les structures ont manifestement été modifiées et changées radicalement au cours des 200 dernières années environ. Et quand on voyage à travers notre monde et qu'on étudie ces structures, un énorme sentiment d'absence persiste. Il manque quelque chose. Le concept de récolte éthérée à travers ces merveilleuses antennes n'est pas suffisant. Il n'est pas assez concret pour compléter le tableau. Quelque chose d'autre était autrefois présent qui rendait possible l'ensemble de la grille technologique. C'est bien sûr le composant technologique clé de ces structures. Le moteur et les mécanismes centraux qui les font fonctionner en premier lieu. Les moteurs n'étaient bien sûr pas des tokamaks. Un tokamak est un instrument rudimentaire et basique. C'est une conception du nouveau monde. Il n'appartient pas à l'ancien monde. Il n'aurait eu aucune place dans leur structure. Leur sophistication et leur finesse ne se seraient pas appuyées sur une telle laideur, sur une telle primitivité. Ce qui est indéniable en revanche, ce sont les parallèles entre la forme octogonale fondamentale du tokamak et l'amour de l'ancien monde pour l'octogone. Il est très probable que la formation octogonale soit une composante essentielle de la génération d'un vortex torique. Nous voyons l'octogone partout dans l'ancien monde. La géométrie octogonale sous-tend de nombreuses formations fondamentales de la structure. Et les structures octogonales particulières que l'on trouve partout ne sont pas une erreur, elles sont ce qu'elles semblent être, des coquilles vides abritant en même temps quelque chose d'autre. Cette sensation de vide est partout et reste inexpliquée. Tant de tours et de dômes s'élèvent jusqu'à de plus petites coupoles creuses. Pourquoi sont-elles creuses? Pourquoi une civilisation antérieure aurait-elle perdu tant de temps et d'énergie à construire une structure apparemment aussi superflue et inutile? Mais elle ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Un grand nombre de ces zones vides se trouvent toujours directement sous les antennes. Et bien que toutes ces structures vides, cruciales, ne soient pas des octogones, la plupart le sont, et elles sont toujours situées dans des zones clés, comme sous les antennes centrales, sous les résonateurs en forme de dôme. Au centre de cours symétriques fermés ou détachés, et juste à l'extérieur des grands générateurs. Et quand on réfléchit à une géométrie si parfaitement travaillée, l'absence est tangible. Il y avait autrefois une sorte de cylindre ou d'appareil contenu dans cet espace. En outre, nous trouvons également divers vestiges historiques qui ressemblent de près au style structurel de l'Ancien Monde. Dans ces reliques, nous voyons que des cylindres ou des récipients vides font partie intégrante de l'objet. Pourrait-il s'agir d'objets fonctionnels miniatures, reflétant la forme des grands espaces vides que nous voyons dans les structures de l'Ancien Monde? Peut-être une sorte de micro-objet domestique qui permettait d'accéder à la production d'énergie des réseaux électriques plus larges. Les plus grandes structures contenaient-elles elles-mêmes des cylindres similaires? Sur de nombreuses photographies anciennes, les coupoles et les espaces octogonaux sont déjà vides.
Mais il reste quelques images et illustrations qui peuvent donner un petit aperçu de ce qui était présent auparavant. Dans certaines, nous voyons un type de cylindre, et dans d'autres, nous voyons une sorte d'orbe ou de récipient. Ici, une illustration de 1880 de l'achèvement de la cathédrale de Cologne. Elle se concentre sur le sommet de l'une de ces flèches. Les planches de bois sont des échafaudages. Comme vous pouvez le voir, le sommet de ces flèches s'ouvre, révélant une sorte de cylindre. Les hommes de cette illustration ne sont pas en train de terminer la flèche finale de la cathédrale. Ils enlèvent ce qui existait dans le conteneur à son sommet. Et cela pose la question de savoir combien d'autres aspects et caractéristiques de ces structures s'ouvrent de manière similaire. Et pourquoi s'ouvrent-elles? Que contenaient-elles? Il est intéressant de noter que c'est l'ésotérisme et un culte qui fournissent quelques indices. L'alchimie était une philosophie naturelle, obscure, ou une tradition proto-scientifique. Son objectif principal était la chrysopée, ou la transmutation des métaux de base en métaux nobles. Depuis ses débuts dans les cultures de l'Égypte, de la Grèce, de l'Inde et du Moyen-Orient antique, le domaine de l'alchimie, nous dit-on, était obsédé par la transformation des métaux de base en or et par l'obsession maniaque de créer l'élixir de vie pour atteindre l'immortalité. Nous avons tous entendu parler du médiéval Nicolas Flamel et de la pierre philosophale. C'est un champ d'investigation imprégné d'un riche tissu d'occultisme, de mysticisme kabbalistique et de magie. Ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que l'alchimie a été séparée de son occultisme et transformée en chimie, un domaine en plein essor. Mais il y eut un petit renouveau occulte au cours du XIXe siècle qui s'est poursuivi au XXe siècle. En 1922, un texte mystérieux a été écrit par un personnage tout aussi mystérieux. Le mystère des cathédrales de Fulcanelli. Le symbole ici représente l'élément hydrogyros. Sa traduction littérale du grec signifie « eau argentée ». L'hydrogyre a de nombreux noms. Il était aussi appelé « vif argent ». Aujourd'hui, on l'appelle Mercure. Le symbole alchimique est précisément le même que celui utilisé en astrologie classique pour représenter la planète Mercure. Le mercure pur ou natif est un élément extrêmement rare dans la croûte terrestre. Il est principalement extrait du cinabre, une forme pigmentée rouge ou écarlate du sulfure de mercure. Le cinabre est le minerai source le plus courant pour le raffinage du mercure. Wikipédia et World Atlas nous apprennent que le mercure est le 66e élément le plus abondant de la croûte terrestre. À l'état pur, le mercure est un liquide semblable à de l'argent. C'est le seul métal qui soit liquide à température et pression normale. Il a un point de congélation de moins de 33,83 degrés et un point d'ébullition de 356,73 degrés. Il est un excellent conducteur d'électricité. Ses utilisations sont principalement d'ordre électrique. Il joue un rôle essentiel dans l'éclairage fluorescent. Il est également utilisé dans les thermomètres et les amalgames dentaires. Le mercure dissout tous les métaux, y compris l'or et l'argent, pour former des amalgames. La seule exception est le fer. Il est également utilisé dans les vaccins. Les industries médicales et pharmaceutiques gouvernementales ont déclaré le mercure toxique au début du XXIe siècle, éliminant progressivement son utilisation en médecine et amenant certains pays à interdire complètement cet élément. Dans certains pays, il est illégal de faire le commerce du mercure. Avant cela, le mercure était un élément de base de certains traitements médicaux traditionnels, comme la médecine traditionnelle chinoise. Et si je ne conteste pas la toxicité potentielle du mercure lorsqu'il est injecté dans le corps, les inquiétudes entourant son potentiel dangereux sont largement exagérées. Tous les métaux, surtout lorsqu'ils sont injectés et pris en excès, sont toxiques. Des taux élevés de fer, de cuivre, de zinc et d'aluminium dans l'organisme contribuent à toute une série de maladies, sans doute plus que le mercure. Et pourtant, les gouvernements de notre monde n'ont pas interdit l'aluminium, ils n'ont pas cessé d'enrichir les céréales avec l'oxyde de fer. Et les suppléments de zinc et de cuivre sont faciles à acheter.
et sans contrainte sur la valeur du dosage auquel une personne peut s'exposer avec ces suppléments. Pourrait-il y avoir d'autres raisons non divulguées pour diaboliser et restreindre le mercure? Examinons d'un peu plus près le potentiel électromagnétique de cet élément extraordinaire. Le mercure est un liquide conducteur d'électricité, et pour cette raison, il a été utilisé historiquement pour créer des interrupteurs de lumière, des électrodes dans certaines batteries, comme gaz pour créer une lumière fluorescente, et, plus intéressant encore, il a été utilisé, nous dit-on, dans les phares. De nombreux phares sont construits selon la structure octogonale familière. Le rôle du mercure dans la rotation des lentilles est un exemple subtil de réaffectation. Il est très probable que les appareils complexes au sommet de ces phares ont été modifiés en lentilles lumineuses pendant la grande réinitialisation et que ce qui existait avant fonctionnait pour extraire l'énergie éthérée. Pendant la majeure partie du XIXe siècle, des brûleurs à gaz et à pétrole ont été utilisés comme source de lumière dans ces structures. Et pourtant, regardez la taille de certaines de ces lentilles. Regardez la complexité des conceptions. Un éclairage de maison modifié fonctionnant au gaz et au pétrole? Je ne le pense pas. L'histoire du phare est de la plus haute importance, car, 1. Elle fournit la preuve de la présence du mercure dans une sorte d'appareil, situé directement dans une cupule, l'endroit même que nous voyons vide sur tant de structures aujourd'hui, et 2. Parce que la présence du mercure ici devait permettre aux lentilles de tourner et de pivoter plus facilement. Et c'est très intéressant, car regardez ce qui se passe lorsque vous appliquez le magnétisme et l'électricité au mercure. Il tourne et crée un vortex, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, selon l'application du courant. Comme vous le savez, un vortex est l'expression intégrale d'un champ torique. Il existe 3 principaux types de vortex: électrique, magnétique et électromagnétique. En plus du potentiel électromagnétique du mercure et de sa susceptibilité à former un vortex lorsqu'il est sous l'influence du courant, l'eau argentée a également une autre application méconnue. Regardez. Pas étonnant que le mercure soit diabolisé et illégal. Comme vous pouvez le constater, le mercure est capable de fournir, même à une antenne de télévision artisanale, la capacité de convertir des courants alternatifs de fréquence radio pour en extraire un signal de télévision. Les antennes peuvent être conçues pour transmettre et recevoir des ondes électromagnétiques dans toutes les directions de manière égale, et on pourrait supposer que les orbes des antennes de l'ancien monde contenaient du mercure. Mais là encore, ce n'est pas un secret que le mercure s'amalgame avec l'or et d'autres métaux. Un amalgame est un alliage de mercure et d'un autre métal. Le mercure s'amalgame fortement avec l'or, le cuivre, l'argent et de nombreux autres métaux. La seule exception courante est le fer. Les orbes ne pouvaient pas contenir de mercure car, comme vous l'avez vu, le mercure aurait dévoré l'or, l'argent et le cuivre et se serait amalgamé avec les métaux. Nous ne voyons aucune preuve de cela ici.
Elles fonctionnent strictement comme des antennes aériennes. Mais si toutes ces structures contiennent un type de moteur ou d'appareil similaire aux lentilles de Fresnel que nous voyons dans les phares avec du mercure formant continuellement un vortex, alors nous aurions une configuration permettant aux antennes d'extraire l'énergie éthérée et de transmettre de puissants signaux électromagnétiques. Tout comme Fulcanelli le révèle dans sa lecture de Saint-Christophe, c'est le mercure qui permettait alors d'atteindre son potentiel. Il est fort probable que les cylindres, récipients et conteneurs absents qui ont été retirés de ces structures et qui étaient généralement présents à l'intérieur des structures géométriques octogonales contenaient du mercure. Et cela soulève la question suivante. Si certains phares font encore fonctionner leurs lentilles au mercure aujourd'hui, n'extraira-t-il pas encore l'énergie éthérée? Non, pas du tout. Et une fois de plus, Fulcanelli nous explique pourquoi. Comme Fulcanelli l'affirme ailleurs dans le mystère des cathédrales, la dissolution du soufre, ou en d'autres termes, son absorption par le mercure, a fourni le prétexte à des emblèmes très différents. Mais le corps obtenu, homogène et parfaitement préparé, conserve le nom de mercure philosophique. C'est le mata ou composé de première classe, qui ne nécessite qu'un processus de cuisson graduel pour se transformer d'abord en soufre rouge, puis en élixir, et enfin, dans un troisième temps, en médecine universelle. Comme Fulcanelli l'explique clairement, la transformation du mercure pur en un état sulfureux rouge est la première étape, et comme mentionné précédemment, le cinabre ou sulfure de mercure est rouge. Et comme nous le voyons ici sur les représentations des tuniques de Saint-Christophe, il porte une moitié grise pour indiquer le mercure et une autre moitié rouge qui indique le soufre rouge. C'est un état de mercure transformé qui permet alors, ici représenté comme le Christ, de réaliser son plein potentiel ou de rester conforme à la légende afin d'atteindre les masses. Ce que Fulcanelli nous dit en fait, c'est qu'afin de pouvoir distribuer cette énergie électromagnétique propre par le biais d'antennes ou d'orbes en or, un type spécial de mercure devait être présent. C'est ce qui était contenu dans les vaisseaux et les moteurs. Et il est probable que c'est ce mercure unique qui a permis l'extraction de l'énergie éthérée d'en haut, en premier lieu. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence, si vous croyez en une telle chose, mais il est intéressant de voir que beaucoup de petites reliques, ressemblant à des vaisseaux, ont des traces rouges à l'intérieur des conteneurs. Peut-être un hommage à la substance qu'ils contenaient autrefois. La relation d'interdépendance entre l'eau et le son est si fondamentale pour notre connexion et notre compréhension de l'eau. La pluie bat et tambourine, les vagues rugissent, le ruisseau murmure et chuchote, les flaques de boue coulent. Et cette relation est intrinsèquement liée au code linguistique même de notre langue. Nombreux sont ceux qui ont exploré le lien puissant entre le son et l'eau. Nous avons Masaru Emoto et son étude sur l'impact du son sur la structure moléculaire de l'eau. Nous avons ceux qui aiment jouer avec les cymatiques. Il y a aussi Peter Davy, un saxophoniste qui a inventé un appareil qui fait bouillir l'eau grâce à des ondes sonores. L'utilisation innovante du son coupé à l'eau semble sans fin, à tel point que récemment, les biologistes ont découvert que l'eau à ultrasons peut même traiter les infections les plus résistantes et guérir les blessures à un rythme rapide. Et dans un avenir où l'électromagnétisme était exploité avec la plus grande innovation, le son et la fréquence de l'eau devaient avoir un rôle majeur à jouer. Et c'est bien sûr le cas. Ils voulaient que nous sachions que c'était le cas, et pas seulement l'eau ici sur Terre. Et ils nous disaient de regarder vers le haut. Ils voulaient que nous sachions que ce qu'ils avaient réalisé ici sur Terre n'était possible que parce qu'ils avaient étudié ce qui existait au-dessus. Regardez de plus près la géométrie des étoiles ici. Pouvez-vous voir la ressemblance? Le flocon de neige,
Vous vous souvenez de ce qui s'est passé lors de l'expérience de Masaru Emoto avec l'eau? Une vibration éthérée s'exprimant à travers la structure moléculaire de l'eau. Ceux de l'Ancien Monde avaient perfectionné cette science. Ils savaient que la clé pour libérer le potentiel de l'électromagnétisme était le son et l'eau. Imaginez ce qu'ils étaient capables de réaliser. Le son, les vibrations et les fréquences faisaient partie intégrante du succès de leur technologie, au même titre que l'eau. Les habitants de l'Ancien Monde ne cachaient pas leur adoration pour le son. Les traces de cet amour pour le son sont partout. Ces structures étaient littéralement des instruments d'énergie, ou, comme l'a si bien dit ailleurs le dénommé Goethe, la musique est une architecture liquide. L'architecture est une musique gelée. C'est pourquoi tant de générateurs, de condensateurs, de centrales électriques et d'intermédiaires présentent des trous, des frontons, des dentelures, des indentations et une ornementation complexe en 3D. Il s'agissait d'ouvertures structurelles permettant de manipuler les ondes sonores, les vibrations et l'acoustique, afin d'accorder l'énergie électromagnétique avec l'eau de diverses manières et d'obtenir différents résultats. Ils étaient similaires aux instruments aérophones, tels que la flûte, le pipeau, la flûte à bec, le basson et la trompette. L'Ancien Monde vénérait la géométrie de l'étoile, car c'est par l'étude des étoiles dans les eaux supérieures qu'ils ont appris le pouvoir de fusionner l'électromagnétisme, les vibrations et les fréquences avec l'eau elle-même. Tous ces éléments fonctionnent harmonieusement et de concert les uns avec les autres. Cette relation énergétique interconnectée et interdépendante est ce qui rend les étoiles et toute vie possible en premier lieu. Regardez d'un peu plus près la géométrie dansante des étoiles sonoluminescentes au-delà du firmament. Est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose d'autre? C'est exact. Tous les magnétrons, de ce que nous appelons aujourd'hui des rosaces, ont été conçus pour refléter les motifs cymatiques des vibrations de l'éther dans l'eau elle-même. L'artiste Tanya Harris était sur la bonne voie en 2013, lorsqu'elle s'est attachée à étudier et à enregistrer la fréquence de résonance silencieuse des églises. En plaçant de l'eau à l'intérieur d'un haut-parleur, elle a pu découvrir la géométrie cachée de ces fréquences de résonance. Les résultats ont montré que même le silence, au sein de ces structures, produisait de puissants motifs cymatiques. Et là encore, voyez-vous la ressemblance? D'autres ont appliqué la même technique et étudié les motifs cymatiques affichés lorsque les cloches sonnaient dans les structures. Regardez les motifs, des magnétrons. C'est pourquoi tant de magnifiques rosaces ressemblent tant à des motifs cymatiques. C'est pourquoi elles ressemblent aux pulsations pétrifiées d'une étoile. Les plafonds entiers de nombreuses cathédrales reflètent également cette géométrie cymatique sacrée. C'est pourquoi tant de ces structures contiennent d'énormes cloches et des horloges à carillons. Les cloches émettent de puissantes vibrations et fréquences qui influent l'approvisionnement en eau de toute une région. Le son influençait la structure moléculaire de l'eau, qui était ensuite utilisée à des fins diverses. Et ce n'est pas tout. Beaucoup de ces structures abritaient également une autre merveille du monde, le roi du son, l'orgue. Vous êtes-vous déjà arrêté pour regarder certains des grands orgues? Ils n'ont pas été construits par des gens ordinaires au XIXe, XVIIIe, XVIIe et XVIe siècle. Comme les structures dans lesquelles ils se trouvent, ils sont une merveille d'élégance et de majesté. L'instrument sonore le plus puissant du monde. Les ondes sonores spécifiques de l'orgue, de basse et haute fréquence, auraient sans doute permis aux habitants de l'Ancien Monde de manipuler l'énergie éthérée comme ils l'entendaient. Les rosaces des magnétrons, qui n'auraient pas contenu de verre, auraient amplifié ces ondes sonores, qui à leur tour auraient influencé la structure moléculaire et les propriétés de l'eau vivante éthérisée. Les orgues auraient eu de multiples usages.
fournissant peut-être à des villes entières des fréquences de résonance spécifiques pour la santé et la prospérité. Les fonctions spécifiques de l'orgue ont été délibérément cachées et soustraits à notre connaissance. Il est intéressant de noter que l'histoire officielle affirme que les premiers orgues du monde étaient des orgues à eau, dans lesquels la source d'énergie poussée dans l'air est dérivée par l'eau d'une source naturelle ou par une pompe manuelle. Il s'agit sans doute d'une demi-vérité trompeuse, dissimulant la véritable interaction de l'instrument avec l'eau.